première nouveauté pour la 29e édition des 24 heures du Mans réside dans la localisation du pesage et des vérifications techniques. Cette année, on délaisse la place des Jacobins et le centre-ville du Mans pour s'installer aux abords du circuit. Il n'empêche évidemment que les mesures scrupuleuses de la part des commissaires de l'Automobile Club de l'Ouest sont toujours de la partie. Pour cette année 1961, il n'y a eu que 65 demandes d'engagement. La course est la 4e manche du championnat du monde des voitures de sport, après Sebring, la Targa Florio et les 1000 km du Nürburgring. Jusqu'ici, Ferrari et Maserati se sont partagés les lauriers. En parlant de Maserati, nous découvrons justement 2 des 4 voitures qui seront au départ. Les numéros 6 et 7 sont engagés par l'équipe Cunningham. Ce sont des Tipo 63 et l'on sait que l'usine aide en sous-main cette écurie privée. Il faut parfois s'accroupir et s'agenouiller pour bien tout vérifier, mais c'est tout le sérieux de l'organisation des 24 heures du Mans qui est en jeu. La Ferrari numéro 10, c'est une officielle 250 TRI 61 et elle sera pilotée par Olivier Gendebien et Phil Hill. Ferrari qui a changé sa raison sociale et l'engagement se fait désormais sous l'appellation Cefac Ferrari. Cefac pour Società Esercizio Fabbriche Automobili e Corse Ferrari. 4 voitures sont des officielles, mais la marque italienne pourra compter sur 8 autres voitures dans la course pour l'emporter. Rappelons que Ferrari est le tenant du titre avec la victoire de Gendebien et Paul Frère l'année précédente. Les jeunes chasseurs d'autographes sont apparemment contents, ils ont déjà dû braver des conditions météo parfois difficiles qui ont rythmé la semaine précédant la course. Allez, sans plus attendre, prenons la direction du circuit. La tension monte à l'amorce du grand week-end et ces essais ne seront pas trop pour bien se préparer. La Ferrari numéro 18, c'est la 250 GT SWB d'un équipage fameux, Stirling Moss et Graham Hill. La numéro 23, c'est la 246 Dino avec son moteur central arrière, signe d'une évolution sans doute irrésistible. Les moteurs avant ne sont plus les seuls et on a le sentiment qu'une ère moderne est en train de s'ouvrir. En tout cas, on se lance à l'assaut de la piste qui est piégeuse car humide et les échanges d'informations ne seront pas de trop, comme ici entre Gendebien et Hill, pour être bien au point. Avant ces essais du mois de juin, l'ACO avait encore permis aux concurrents de s'entraîner au mois d'avril. Sauf qu'à la différence de 1960, ce sont cette fois 2 jours complets qui avaient été réservés et bien plus de concurrents que l'année précédente avaient répondu présent. Des essais qui avaient été marqués par l'accident de Joe Schlesser qui s'était cassé un bras et une jambe. Le forçant a déclaré forfait pour les 24 heures. La Ferrari 246 SP avait tourné le plus vite en 3,54,6.
Pour ces essais officiels du mois de juin, la hiérarchie ne bouge pas. La Ferrari numéro 23 Dino 246 SP reste en tête aux mains de Richie Ginter avec un chrono de 4,02,8. Mais les Testarossa ne sont pas loin. Belle performance au passage pour l'anglais Mike Parks qui découvre la voiture et qui se classe d'emblée au 4e rang. Les Maserati viennent ensuite, mais ça s'annonce plus dur pour les 5 Aston Martin engagés qui sont relégués à presque 30 secondes. 14 marques différentes vont participer à la course, mais on notera avec une certaine émotion que pour la première fois depuis 1950, il n'y a aucune Jaguar au départ. Oui, c'est vraiment le début d'une autre époque. Mais délaissons un moment la fureur de la piste pour assister à l'inauguration du tout nouveau musée des 24 heures. Jean-Marie Lelièvre, l'emblématique président de l'ACO, est évidemment le guide privilégié pour les autorités pour couper le cordon et offrir ensuite la première visite à une réalisation dont on peut légitimement s'enorgueillir. Qui vont ensuite prendre la direction du circuit proprement dit et on assiste une nouvelle fois à une ruée de la part des spectateurs. Le succès du Mans ne s'est jamais démenti et les parkings bondés en sont encore la meilleure preuve. On voit tout de suite que les conditions météo sont loin d'être excellentes. Il fait gris et frais, un crachin tombe régulièrement sur le circuit de la Sarthe, mais malgré quelques parapluies de sortie, tout cela va s'arranger petit à petit et on verra dans quelques instants que le départ va être donné sur une piste globalement sèche. Nous sommes le samedi 10 juin 1961, on s'attend à un nouveau triomphe de Ferrari, mais sait-on jamais. Les concurrents se préparent et il y a même quelques invités inattendus. Les voitures sont mises en épi les unes après les autres. Image émouvante que de retrouver Stirling Moss en discussion avec son ami le journaliste Dennis Jenkinson. Les deux avaient remporté les 1000 milles en 1955 sur Mercedes. L'avant-course est aussi marquée par quelques parades motorisées avant que les fanfares et autres cérémonies des drapeaux ne se tiennent. D'autorité, en l'occurrence, car dans quelques instants... Le drapeau tricolore est amené. C'est Paul Panhard, président de la Chambre syndicale des constructeurs, qui va l'abaisser dans quelques instants. Il est 16h, le départ peut être donné. On l'a vu, il a jailli tel un diable de sa boîte. C'est Jim Clark sur l'Aston Martin numéro 5 qui a pris un départ explosif et qui mène dans ce premier tour.
Mais on se doute que ça ne pourra pas durer et que les Ferrari ne devraient pas tarder à s'emparer du commandement. À la fin du premier tour, pas de miracle pour l'Aston Martin, ce sont bien les Ferrari de Richie Ginter et Phil Hill qui pointent en tête, tandis que Pedro Rodriguez sur la Ferrari du North American Racing Team, numéro 17, commence aussi à se mettre en évidence. D'ailleurs, c'est bien le Mexicain qui est au commandement à l'issue de la première heure. Vous avez l'impression de ne voir que du rouge en ce début de course? Vous n'avez pas tort, les Ferrari réalisent en effet un festival. En tête, on assiste à une bataille à 3, mais c'est globalement la Ferrari de Ginter von Trips qui mène, devant celle des frères Rodriguez et celle de Phil Hill. Cette année, un pilote ne peut pas faire plus de 60 tours consécutifs, un chiffre en augmentation de 8 boucles toutefois par rapport à 1960, et pas plus de 14 heures au total. Un nouveau système de chronométrage a aussi été mis en place, dû à la société américaine IBM. Ferrari continuent leur chevauchée fantastique sur les 55 voitures au départ. 35 appartiennent à la catégorie voiture de sport et 20 au GT. Dans cette dernière, c'est le duo Stirling Moss-Graham Hill qui caracole en tête, s'offrant même le luxe de devancer certains prototypes. Le meilleur tour de Moss à ce moment-là est même officiellement le 7e meilleur temps jamais réalisé sur le circuit du Mans. Sur les coups de 18 h, la pluie s'invite à la fête et la piste devient donc humide. C'est assez logiquement qu'on va assister à quelques tout droits et freinages manqués. La luminosité tombe également assez vite et la tension sur la piste se fait soudain assez grande. Von Trips Ginter sont toujours en tête devant Pedro Rodriguez, Phil Hill et Mike Parks. Accident pour l'Austin Healey de l'écurie Écosse, piloté par Bill McKay. Image encore plus terrible que de découvrir ensuite le pilote qui gît au sol inconscient. Ce n'est pas le premier accident à survenir en ce début de soirée et on sait qu'il y a déjà 2 pilotes qui ont dû être emmenés à l'hôpital. Ce sera évidemment la même chose pour McKay qui va reprendre heureusement ses esprits et qu'on va évacuer avec un bras cassé comme blessure principale. Au stand pour l'ex-premier leader de la course, l'Aston Martin numéro 5 du duo Clark-Flockhart. Cette voiture se situe maintenant aux alentours de la 10e place. La numéro 15, c'est la Ferrari de Lucien Bianchi et Georges Berger qui va abandonner suite à des soucis d'embrayage.
Arrêt pour la Ferrari numéro 12, pilotée par le duo Fernand Tavano et Giancarlo Baghetti. Elle est aux portes du top 10. On se prépare alors à rentrer dans la nuit des 24 heures, où l'impression est toujours qu'une nouvelle vie commence. Pourquoi ne pas aller visiter le nouveau musée, justement? Il reste ouvert pendant toute la durée de la course. Sur la piste, pas de répit, bien entendu. Équipe et chronométreur sont toujours à pied d'œuvre. Arrêt pour l'Aston Martin numéro 4 et l'équipage Roy Salvadori, vainqueur en 1959, et Tony Maggs. Cette voiture est 5e et c'est aussi la première des non-Ferrari. À mi-course, le classement est le suivant. Les frères Rodriguez sont en tête, devant Jean Debien-Hill, puis Meres Sparks et Günther von Trips. Cette dernière Ferrari a été retardée par des problèmes de phare qui lui ont coûté 10 minutes. 4 Ferrari aux 4 premières places, certes, mais la situation est très intéressante, car c'est bien une Ferrari privée qui mène devant les 3 officiels. Et ce n'est peut-être pas ce qui était prévu. Le jour est maintenant en train de se lever. La situation n'a pas évolué devant, mais il y a forcément eu du déchet. C'est terminé pour la Ferrari numéro 12 de Tavano et Baghetti, trahi par son moteur. C'est terminé également pour la barque numéro 8 du duo Frescobaldi-Camorata, suite à une rupture de suspension. Des péripéties qui n'affectent pas les souveraines Ferrari de tête, qui se régalent toujours sur une piste désormais sèche. Elles se suivent comme à la parade, mais l'intensité de la lutte demeure. Les Rodriguez sont devant, mais Jean Debien reste en embuscade. Pas de chance en revanche pour le duo Günther von Trips, qui effectue à ce moment-là un arrêt au stand et qui avait cravaché toute la nuit pour se replacer dans la ronde. À ce moment-là, ils ne le savent pas, mais une panne d'essence va venir les frapper à la 17e heure et ils vont devoir renoncer. Incroyable mais vrai, c'est la 3e année consécutive que Wolfgang von Trips tombe en panne d'essence au Mans. Retour en piste, ou plutôt dans les stands, avec l'arrêt de la Maserati numéro 7 de Pabst et Thompson. Une voiture qui se situe en 7e position, et sachez que cette Typo 63 sera de toutes les concurrentes celle qui aura passé le moins de temps au stand. Arrêt également pour les leaders, la Ferrari numéro 17 des frères Rodriguez. On n'est pas loin maintenant d'une victoire sensationnelle pour 2 jeunes frères mexicains, en passe de peut-être écrire l'une des plus belles pages de l'histoire des 24 heures.
Arrêt également pour la Ferrari numéro 10 d'Olivier Jean Debien et Phil Hill. Un équipage très complémentaire. Et c'est bien le Belge qui va laisser sa place à l'Américain. Les arrêts qui se succèdent, voici celui de la DB HBR4 de l'équipage Roger Masson et Paul Armagnac, une voiture qui se situe au-delà de la 20e place au classement général. On aperçoit aussi la Maserati numéro 7 qui est elle solidement placée dans le top 10. Quant à la Ferrari des frères Rodriguez, elle est toujours là à se battre pour la victoire, mais manifestement on commence à avoir quelques inquiétudes au niveau du moteur. Ça ne l'empêche pas de continuer, mais c'est à ce moment-là la numéro 10 qui reprend la tête. Pour la Ferrari de Willy Meiress et Mike Parks qui est 3e au classement général. Si Ferrari l'emporte, ce qui semble très bien parti, il s'agira de la 5e victoire de la marque italienne dans la Sarthe. Le record de Jaguar et Bentley serait donc égalé. Retour au stand avec la Ferrari des frères Rodriguez. Ils sont toujours en course, mais ils ne se battent plus que pour la 2e place, semble-t-il. Hill, Jean Debien ayant vraiment pris le pouvoir. La question est plutôt de savoir s'ils pourront même rallier l'arrivée. Deux Ferrari officiels contre une Ferrari privée américaine. Telle est l'affiche de ce dernier tiers de course. Mais de l'avis général, maintenant que la numéro 10 a vraiment pris le meilleur, il sera difficile de l'en déloger. Mésaventure pour la DB HBR5 Spider numéro 45 de l'équipage André Moinet et Jean-Claude Vidille. On est du côté de Mulsanne et la voiture est bloquée dans le talus de sable bordant le virage. Commence alors une longue séance de pelletage et l'on notera avec un certain effroi tout de même que les voitures de la course passent tout près de l'infortuné pilote. Lequel pilote n'a pas d'autre choix manifestement que de bien maculer la route de sable. Il ne fallait pas désespérer, la DB peut repartir après de longues minutes passées dans le bac à sable. Il faut juste ne pas oublier toutes ses affaires et bien remettre son casque.
Cette voiture ralliera effectivement l'arrivée et sera classée à la 19e place de la course. En tête, ce que l'on pressentait est hélas arrivé. À 2 heures de l'arrivée, la Ferrari numéro 17 des frères Rodriguez, qui tenait bon en deuxième position, s'arrête une dernière fois à son stand et ne repart pas. Le moteur vient de lâcher pour de bon. Tout le monde est déçu pour ce vaillant équipage et cette belle histoire familiale qui n'ira pas au bout. À 21 et 19 ans respectivement, Pedro et Ricardo Rodriguez auront en tout cas été les héros malheureux de cette 29e édition. Du coup, la victoire ne semble plus devoir échapper à la Ferrari numéro 10. On retrouve maintenant dans les stands la voiture qui porte le numéro 1, l'Aston Martin de Jean Kerguen. Elle ne verra hélas pas l'arrivée, sa batterie rend dans l'âme durant cette dernière heure. Il est alors 16 h en ce dimanche 11 juin 1961. L'arrivée peut être jugée. La voiture de tête franchit la ligne à plutôt vive allure. Victoire donc de Ferrari et de l'équipage Olivier Jean-Debien et Phil Hill. Ils ont bouclé 333 tours et devancent de 3 boucles leurs principaux rivaux. C'est un triplé Ferrari devant, Maserati et Porsche se partageant les accessites derrière dans le top 10. Il s'agit donc d'une 5e victoire pour la Scuderia. Olivier Jean-Debien remporte sa 3e victoire au Mans en 4 ans. Il devient le recordman de victoires ex aequo avec Wolf Barnato et Luigi Chinetti. Quant à Phil Hill, il s'agit lui de sa 2e victoire dans la Sarthe, car ces deux pilotes avaient déjà gagné ensemble en 1958. Mais surtout, Phil Hill devait devenir le seul pilote à remporter les 24 heures du Mans et le championnat du monde de Formule 1 la même année. L'Américain sera en effet sacré 3 mois plus tard à Monza, après un Grand Prix d'Italie hélas tragique. On a là en tout cas l'équipage de référence chez Ferrari et la marque italienne semble posséder une telle avance en matière de voitures de sport qu'on ne voit pas comment sa domination pourrait s'arrêter dans les années à venir.